Et donc, on l'a sauvé avec le caca de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Pour la maladie cœliaque, non ? On a en nous environ 40 000 milliards de bactéries et d'autres micro-organismes. C'est le gros intestin qui héberge la plupart. On oublie qu'on est microbe, quoi. Jusqu'à peu, les microbes étaient mauvais. Il y a une symbiose entre l'humain et le microbien. Parfois, c'est parce que le microbien va pas bien que l'humain va pas bien. Trop rester dans un monde aseptisé, c'est contre-productif. Tout le monde a un syndrome de l'intestin irritable. Il y a surtout ce qu'on appelle un dérèglement de l'axe intestin-cerveau. Est-ce qu'on peut en guérir ? Parce que comment on fait ? On doit changer d'alimentation alors ? L'anxiété joue un rôle important. Il y a des aliments qui vont plutôt avoir tendance à engendrer des symptômes digestifs chez des gens fragiles, notamment ce qu'on appelle les FODMAP. Les FODMAP souvent sont considérés comme des aliments sains. Ils vont entraîner chez certains un excès de fermentation, un excès de gaz, de ballonnement. Il suffit pas juste d'avoir une hygiène de vie, une alimentation saine. Le risque, c'est d'exclure trop de choses et pendant trop longtemps. C'est très difficile ensuite de les réintroduire. Et même parfois, moi je vais avoir mal au ventre avant de savoir que je suis stressée. Cette peur d'avoir des symptômes peut suffire à créer les symptômes. L'intolérance au lactose, qu'est-ce que t'en penses ? Qui dit intolérance au lactose ne veut pas dire arrêt total des produits laitiers. Est-ce que pour vieillir en bonne santé, pour rester en bonne santé, il faudrait prendre des probiotiques toute l'année ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Différemment avec moi, donc Zoé No Gluten sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis ravie parce que j'ai avec moi le docteur Julien Scanzi. Et je suis ravie pourquoi ? Parce que le docteur Julien Scanzi n'est autre que gastro-entérologue. C'est lui qui décrypte tous les messages que nous envoie notre ventre. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages de notre ventre qu'on ne comprend pas toujours. Et le docteur Julien Scanzi, donc, est spécialiste là-dedans. Et il va pouvoir peut-être nous expliquer un petit peu comment mieux écouter ce qu'il essaye de nous dire et de regarder peut-être les choses différemment, comme le nom du podcast l'indique. Donc, bienvenue, Julien. Merci Zoé pour l'invitation. Alors, Julien, j'ai entendu dire que au début de ta carrière de gastro-entérologue, tu as participé à une opération incroyable qui est le transplant fécal et qui, moi, me fascine absolument. Et c'est comme ça que tu es un petit peu rentré dans ce monde-là. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça ? C'est cette procédure, effectivement, qu'on appelle transplantation de microbiote fécal, alors qui n'a rien à voir avec une chirurgie, même si on parle des fois de greffe fécale. J'étais gastro-entérologue depuis peu et je devais soigner une patiente qui avait une infection récidivante à une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile, qui entraîne de la diarrhée de façon très importante et qui, chez certains, revient à chaque fois dès qu'on arrête les antibiotiques. Et donc, la patiente, ça faisait 6 mois qu'elle allait d'hôpital en hôpital suite à cette infection bactérienne et les traitements antibiotiques ne marchaient plus. Et il venait d'y avoir une publication scientifique qui montrait l'efficacité de ce qu'on appelle la transplantation de microbiote fécal, en fait, qui consiste à administrer les selles, donc le microbiote d'une personne saine, à quelqu'un de malade et notamment quelqu'un qui avait ce problème de santé. Et dans l'étude, ça marchait très bien. Et donc, on l'a tenté. Et quelques jours plus tard, la patiente est guérie. Elle est sortie de l'hôpital. Depuis, elle va bien. Et donc, incroyable. On l'a sauvée avec le caca de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc, c'était il y a une dizaine d'années. J'étais dans les premiers Français à faire ça. Depuis, on a monté un groupe qui s'appelle le groupe français de transplantation fécale. Et on essaie de faire progresser un petit peu la recherche là-dessus. Mais c'était incroyable de voir qu'on pouvait soigner quelqu'un qui allait peut-être mourir de cette pathologie-là avec les selles, avec le microbiote de quelqu'un d'autre. Donc depuis, j'ai pas arrêté de m'intéresser à ce fameux microbiote qui pouvait nous rendre malades dans certaines situations, mais également nous guérir dans ce genre de situation. Incroyable, et puis qui change aussi. Enfin, c'est le microbiote, on peut rappeler que c'est quand même beaucoup de bactéries finalement qui vivent aussi et qui peuvent partir, En fait, venir. C'est un monde microbien. En fait, on est microbien. On ne sait pas si on n'a pas entendu parler de microbiote, mais en fait, on a en nous environ 40 000 milliards de bactéries et d'autres micro-organismes, des levures, des champignons, des parasites, des archées, des virus. Et en fait, c'est tous ces micro-organismes qui vivent sous forme d'écosystèmes qu'on appelle microbiotes, des communautés microbiennes. Et ces microbiotes, on en a dans la bouche, sur la peau, au niveau urinaire, au niveau vaginal chez la femme, mais surtout au niveau intestinal, dans notre gros intestin. C'est le gros intestin qui héberge la plupart de ces micro-organismes. C'est incroyable, franchement, on en reparlera, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Dans notre monde, on est très aseptisé, on est là avec nos gels hydroalcooliques, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais surtout pendant le Covid. Et finalement, on oublie qu'on est microbe, quoi, que c'est ça qui nous rend malade ou qui nous met en bonne santé. Exactement, mais ça on le sait depuis peu en fait, depuis qu'on a des outils qui nous permettent d'étudier ces microbiotes et ça fait une vingtaine d'années qu'on a ces outils-là, donc c'est des connaissances qu'on a vraiment qui sont très récentes, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler du microbiote et de son impact, de son rôle sur notre santé en fait. Incroyable. Écoute, on va en reparler. On aura l'occasion d'en parler, je pense, encore pendant cet épisode. Je voulais commencer par parler des messages du ventre, comme je le disais au tout début, et de ce fameux syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est un petit peu
j'ai l'impression, le terme parapluie qu'on donne à tout le monde, quoi. Tout le monde a un syndrome de l'intestin irritable. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est, à quoi ça fait référence? Effectivement, en fait, ça concerne beaucoup de monde. C'est, Ouais. selon les études épidémiologiques, en gros, c'est de 5 à 10% de la population française, pour le moment même mondiale, qui est concernée. Énorme. Donc, c'est en France des millions de personnes qui sont gênées par ce syndrome. Et donc, le syndrome de l'intestin irritable ou côlon irritable, en fait, c'est un syndrome qui associe des douleurs au ventre qui surviennent le plus souvent par crise et qui s'accompagnent de problèmes de transit, soit de constipation, soit de diarrhée, soit une alternance des deux. Et c'est quelque chose d'assez complexe que on connaît encore assez mal, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais là encore, le microbiote joue un rôle Mais oui. dans ce syndrome-là, avec plein d'autres choses. En fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle la physiopathologie, ce qui fait qu'à un moment on arrive à développer ce syndrome. C'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a parfois, ça peut être de l'inflammation. C'est parfois ça peut survenir suite à une grosse gastro-entérite, par exemple, ou une infection alimentaire. Parfois suite à des traitements antibiotiques qui ont déséquilibré le microbiote. Et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une hypersensibilité de l'intestin. Parfois un petit peu d'inflammation au niveau de l'intestin, mais qu'on n'arrive pas à percevoir en coloscopie ou sur une prise de sang. Il y a des troubles de la motricité. Et puis il y a surtout ce qu'on appelle un dérèglement de l'axe intestin-cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, notre microbiote et notre intestin communiquent en permanence avec le cerveau envoie des messages à l'intestin et l'intestin en envoie au cerveau. Et dans ce syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on sait, c'est que cette communication, elle se fait pas correctement, en gros. C'est impressionnant, enfin, c'est tellement intéressant. Est-ce qu'on peut en guérir de ça? Alors, oui. Ok. On peut en guérir, pour donner un peu d'espoir à tous les patients qui en ont. Après, le plus souvent, on en guérit le plus souvent dans les mois, voire quelques premières années qui suivent le début, quand ça survient après une gastro, par exemple. Mais par contre, quelqu'un qui a ce syndrome d'intestin irritable depuis 10, 20, voire 30 ans, c'est un peu illusoire de lui dire qu'à un moment, tout va rentrer dans l'ordre totalement. Et la fragilité intestinale, elle va rester. Il y aura quelques petites séquelles au niveau intestinal et de temps en temps, sur un coup de stress, sur un certain type d'alimentation, etc., il peut y avoir de nouveau des symptômes. Donc ça, voilà, mais l'idée, c'est ça aille en s'améliorant et en étant de moins en moins gêné. Et là, à l'heure actuelle, on a quand même des pistes pour aider les patients là-dessus. Parce que comment on fait? On doit changer d'alimentation alors? Alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Parce que vu que c'est un dérèglement de l'axe cerveau-intestin, par exemple, l'anxiété joue un rôle important. Donc c'est déjà, à la base, ça touche quand même plus souvent des gens au tempérament anxieux, stressés. Donc déjà, et on sait que l'augmentation du stress va augmenter les symptômes, les crises, etc. Donc par exemple, ça peut être aussi jouer sur cette composante-là, diminuer le stress avec de la méditation, avec de la cohérence cardiaque, en pratiquant une activité physique régulière, etc., en améliorant son sommeil. On sait que ça, c'est des paramètres qui améliorent ce syndrome-là. Il y a des techniques de type thérapie cognitivo-comportementale ou même l'hypnose qui marchent également là-dessus. Et puis après, il y a tout le paramètre, effectivement, alimentation. On sait que dans l'alimentation, il y a des aliments qui vont plutôt avoir tendance à engendrer des symptômes digestifs chez des gens fragiles, et notamment ce qu'on appelle les FODMAP, qui sont en fait c'est une catégorie d'aliments qui vont fermenter. Et donc ces FODMAP, le plus souvent, vont aggraver les symptômes, en tout cas chez certains. Et puis, effectivement, il y a des règles aussi assez simples qui peuvent soulager les gens. Le fait de manger à heures régulières, en prenant son temps, en mastiquant bien, en évitant d'être trop stressé ou de faire autre chose en même temps, en évitant les choses trop épicées, l'ail, l'oignon, l'alcool, etc. Voilà, en ayant ce genre de conseils de base, ça peut permettre déjà d'améliorer les symptômes chez certains. Ouais, en fait, c'est avoir une vie saine, quoi. Manger... Et encore pas tout à fait, parce que les FODMAP, souvent, sont considérés comme des aliments sains. Exactement. Dans ces FODMAP, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des fibres. Et les fibres, on en reparlera peut-être, mais les fibres, ça nourrit les bonnes bactéries du microbiote, et donc ce sont des aliments sains. Et donc dans ces FODMAP, il y a des fruits, des légumes, etc., qui peuvent provoquer des symptômes alors que ce sont à la base des aliments sains, tout simplement parce qu'ils vont entraîner chez certains un excès de fermentation, un excès de gaz, de ballonnement, et qui peuvent aboutir à des douleurs, des problèmes de transit, etc. Donc c'est là où c'est un peu compliqué, parce que il suffit pas juste d'avoir une hygiène de vie, une alimentation saine, parce que même une alimentation saine chez des gens fragiles de l'intestin, ça peut leur provoquer ces symptômes. Donc moi, le plus souvent, effectivement, je sais pas si on reparlera des FODMAP, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Le régime en soi, il faut pas le faire tout seul, livré à soi-même, en enlevant tous les FODMAP et en ne les réintroduisant pas, parce que là, on va effectivement exclure de notre alimentation tout
tout un tas d'aliments bons pour la santé, riches en fibres, qui peuvent dans certains cas être tolérés, ou en tout cas, selon un certain seuil de tolérance. On sait que parfois, il y a un effet seuil et qu'on peut tolérer par exemple un peu de pois chiche dans du houmous en prenant 2-3 cuillères de houmous à l'apéro, ça peut passer, alors que si on se fait un gros plat de pois chiche, etc., ça peut engendrer des symptômes. Et tout ça, c'est vraiment important de faire vraiment ce travail-là en collaboration avec une diététicienne, un diététicien, un médecin nutritionniste, etc., et de se faire accompagner dans cette démarche. Ouais, c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on doit manger sans FODMAP que ce sont tous les FODMAP qui posent problème. Exactement. On a chacun des FODMAP différents. Et c'est vrai que là, tu parlais des pois chiches, ça, c'est assez logique parce qu'on parle souvent des pois chiches qui font péter, entre guillemets. Ouais. Mais après, il y a plein d'aliments auxquels on penserait pas. Enfin, je pense qu'il y a quoi, les pommes, parfois pour certaines personnes. Enfin, il y a des aliments comme ça qui paraissent anodins et qui finalement peuvent vraiment poser problème. Ouais, dans ces FODMAP, en fait, FODMAP, c'est l'acronyme de Fermentable, monosaccharides, Oligosaccharides, ouais. Oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Et donc, dans ces saccharides, en fait, ce sont des glucides complexes. Et on va retrouver, par exemple, les disaccharides, ça va être le lactose qu'on va retrouver dans les produits laitiers, dans le lait. Dans les monosaccharides, on va avoir le fructose, par exemple, qu'on va retrouver dans des fruits, dans des légumes. Et donc, effectivement, on va retrouver ces saccharides dans des aliments sains. Donc, c'est assez complexe. Et de toute façon, dès qu'on parle, et je pense que de façon générale, de régime d'exclusion, c'est vraiment important de ne pas le faire tout seul, soi-même. Le risque, c'est d'exclure trop de choses et pendant trop longtemps. Parce qu'une fois qu'on a exclu des aliments, c'est très difficile ensuite de les réintroduire parce que tout simplement, on a peur d'avoir des symptômes à la réintroduction. Et en fait, vu que notre cerveau est relié à notre intestin, cette peur d'avoir des symptômes peut suffire à créer les symptômes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fois mal au ventre ou de la diarrhée parce qu'on a peur d'avoir des symptômes du fait d'avoir mangé un aliment et qu'en fait c'est simplement l'angoisse qui a créé les symptômes et c'est pas l'aliment lui-même. Donc quand ça nous arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire en fait cet aliment je le tolère plus du tout, je le reprendrai jamais quoi. Et c'est une erreur. Ouais, non, mais carrément. Et puis même quand moi, par exemple, je ne peux pas manger de gluten, je pense que je l'avais déjà dit dans un autre épisode du podcast, mais c'est vrai que pendant toute une période, aller au restaurant, ça me stressait beaucoup parce que j'avais peur d'en ingérer et il arrivait que j'avais mal au ventre après le restaurant en pensant que c'était le gluten, alors que clairement, j'avais pas mangé de gluten, mais c'était juste la peur, l'appréhension qui fait qu'on peut avoir mal au ventre. Exactement. Enfin, c'est cet axe, quoi. Et qu'on connaît tous quand on a fait un examen. La Bien plupart sûr. des gens qui ont passé un examen un peu important avec un gros coup de stress ont eu potentiellement un peu mal au ventre, ont pas beaucoup mangé, parfois on vomit et ou ont souvent eu la diarrhée avant. Ouais. Donc ça, c'est un lien. On voit cet axe entre l'intestin et le cerveau. C'est ça, c'est pas juste une image, quoi. C'est pas une métaphore, c'est un vrai truc. Et même parfois, moi, je vais avoir mal au ventre avant de savoir que je suis stressée. Genre, je vais avoir mal au ventre, la diarrhée et tout, et puis là, je me dis, en fait, je pense que je suis stressée, mais je le savais pas, quoi. C'est dingue. Beaucoup de choses partent du ventre. Ah ouais, c'est vraiment fou. Ok, donc là, on revient au FODMAP et tu as rapidement mentionné que dans la catégorie des FODMAP, il y avait le lactose. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça pose problème. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur l'intolérance au lactose? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors en fait, comment gérer ça? L'intolérance au lactose, elle est liée à la survenue de symptômes qui font suite, en général, c'est dans l'heure qui suit ou les 2 heures qui suivent la consommation de produits laitiers avec du lactose et qui est due en fait à un déficit en lactase, qui est l'enzyme qui va nous permettre de digérer le lactose. Cette enzyme, la lactase, en gros, on en sécrète tous depuis notre naissance. Et puis en fait, il y a des gens, et ça, on ne peut pas trop savoir à l'avance, mais qui vont petit à petit ne plus en fabriquer suffisamment. Et ça peut survenir dans l'enfance, ça peut survenir à l'âge adulte, ça peut survenir très tard dans la vie. Mais en gros, on considère qu'il y a pas loin de 50% de la population qui va à un moment donné être intolérante au lactose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus du tout digérer le lactose. Ça veut simplement dire qu'au-delà d'un certain seuil, qui est en général entre 6 et 10-12 grammes de lactose, et combien de lait, ça? Alors, en gros, c'est un verre de lait, globalement. On va avoir des symptômes qui peuvent être des ballonnements, de la diarrhée, voire même d'autres symptômes au niveau de la peau, au niveau des choses comme ça. Mais très souvent, c'est digestif. Et le microbiote joue là encore un rôle puisque notre microbiote, certaines de nos bactéries sont capables de fabriquer cette fameuse enzyme, la lactase, et donc de nous aider à digérer un petit peu mieux le lactose. Donc ça, c'était pour faire le lien. Et puis... qui dit intolérance au lactose ne veut pas dire arrêt total des produits laitiers, puisque dans certains produits laitiers, notamment les produits laitiers fermentés, ce matin je parlais mon post était sur le kéfir de lait, j'ai vu. C'est un type de lait fermenté. En fait, tout ce qui va faire fermenter le lait va en gros
prédigérer le lactose. Parce que le lactose, c'est un sucre, et donc en fait, C'est ça le nourrit sucre, les bactéries. exactement, c'est le sucre du lait et certaines bactéries vont s'en nourrir et là le prédigérer. Et donc c'est ce phénomène qu'on retrouve dans les yaourts. Hein, si on fait chez soi des yaourts, le lactose va être quelque part prédigéré et va être plus facile à digérer. Les laits fermentés, donc je parlais du kéfir de lait, mais il y a également le lait Ribot par exemple. Et puis ensuite il y a les fromages et il y a des fromages qui sont en très faible teneur en lactose. C'est le cas de tout ce qui va être comté, parmesan, Beaufort, etc. Les fromages à pâte dure. À pâte dure, exactement. Okay. Et puis affiné, voilà. Mm. Qui dit intolérance au lactose ne veut pas dire arrêt total des produits laitiers, puisque en fait, ils sont quand même globalement bénéfiques pour notre santé, et notamment les produits laitiers fermentés. On en reparlera aussi de la fameuse fermentation. Je sais que tu la tiens dans ton cœur très très haut en tout cas. Et donc il y a le lactose dans les FODMAP. On a dit il y a plein d'aliments rien à voir comme les pommes, les poires, les trucs. Ok. Il y a aussi le gluten dans les FODMAP, certains gluten ou pas du tout. Ça c'est une autre. Ouais, alors famille. c'est souvent des choses qu'on a tendance à associer parce qu'il y a des aliments qui ont du gluten et qui sont riches en FODMAP, et notamment ce qu'on va retrouver. Le principal ingrédient qui contient du gluten, c'est en gros le blé. Et dans le blé, il n'y a pas seulement du gluten qui peut engendrer des symptômes, il y a ce qu'on appelle les fructanes, qui sont aussi des oligosaccharides et qui, eux, font partie des FODMAP. D'accord. Donc très souvent, les gens qui ne tolèrent pas le blé, notamment des gens qui ont un syndrome d'intestin irritable, c'est le plus souvent pas un problème de gluten, mais un problème des fructanes du blé. Donc c'est ça qui fait que c'est très complexe. C'est pour ça qu'en fait, avant d'exclure le gluten, le lactose, les FODMAP, tout seul de son côté, le mieux c'est vraiment de se faire accompagner par un gastro-entérologue, par un nutritionniste ou par un diététicien, une diététicienne pour essayer de voir vraiment les aliments à exclure et ceux qu'on peut réintroduire et comment le faire. Ouais, parce que tout seul, en fait, on va essayer de simplifier au maximum et juste supprimer des catégories d'aliments et puis en rester là et peut-être même encore avoir des symptômes et ne pas comprendre en se disant mais enfin, je mange vraiment sans gluten et sans lactose et pourtant j'ai toujours mal au ventre et je comprends pas pourquoi. Exactement. Et souvent, c'est piégé par une petite amélioration au début. Parce que quand on fait un régime restrictif, on s'impose une hygiène alimentaire. Et en fait, les gens qui mangeaient n'importe comment, qui d'un coup se mettent à manger sans gluten, sans lactose ou autre, ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils font un peu plus attention. Et souvent, il va y avoir un mieux-être au début. Et donc, ils vont dire « Ah, ben ça marche, c'était ça le problème ». Et puis en fait, petit à petit, les symptômes reviennent et ils se rendent compte qu'ils ont toujours leur intestin irritable, qu'ils ont toujours leurs symptômes, alors qu'ils mangent plus de gluten, plus de lactose, plus de FODMAP, etc. Et après, c'est très difficile. Nous, on rame pour essayer de ramener une alimentation équilibrée, de ramener de la diversité et puis de ramener des choses qui vont aussi nourrir le microbiote, parce que on sait à la base que les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable, la plupart ont déjà un microbiote appauvri, déséquilibré. Donc si en plus on ajoute des exclusions d'aliments qui vont nourrir le microbiote, ça peut sur le long terme être délétère. Et est-ce que c'est possible de plus arriver à digérer certains aliments parce qu'on les a exclus pendant trop longtemps? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Type, ça fait X années que j'ai enlevé le lactose ou le gluten et maintenant, quand je le réintroduis, j'ai encore plus de mal à le digérer qu'avant. Ouais, ça peut être possible parce qu'en fait, pour digérer des aliments, on a besoin d'enzymes humaines, mais également notre microbiote qui vont parfois, pour ce qui est des fibres par exemple, c'est eux qui vont terminer le travail en digérant les fibres. Mais si on a par exemple exclu de notre alimentation les fibres qui nourrissent notre microbiote et certaines bactéries, on va avoir tué les bactéries qui nous permettent de digérer les fibres. Donc si derrière on ramène des fibres et on n'a plus les bactéries qui nous permettent de les digérer, ça explique pourquoi en partie on a de nouveau des symptômes et qu'on a du mal à les digérer. Donc c'est pour ça qu'il faut limiter tout ce qui est exclusion, de se faire accompagner. Et si on exclut des FODMAP, veiller quand même à garder un apport en fibres suffisant pour pas laisser dépérir notre gentil microbiote. Justement, on peut passer sur les fibres. Alors, il y a différents types de fibres. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer quels sont les types de fibres? Ouais, alors je rentrerai pas dans les détails. Non. Déjà parce que je suis pas nutritionniste, diététicien ou autre, et surtout parce que je veux pas que les gens soient trop sur les fibres solubles, les fibres insolubles, c'est bon, c'est pas bon, non, mais etc. juste connaître les différentes catégories pour avoir une idée. En gros, alors, déjà, juste, on entend beaucoup parler de fibres solubles, fibres insolubles. Les fibres solubles sont considérées comme plutôt douces, qui vont nourrir également le microbiote, et les fibres insolubles, elles vont pas être du tout digérées, elles vont passer tout au long de l'intestin intact et en fait favoriser plutôt un bon transit régulier. Mais très souvent, les aliments, en fait, les aliments riches en fibres ont souvent des fibres solubles et des fibres insolubles. Donc, moi, je pense que il faut pas les voir comme ça. Il faut savoir où trouver des fibres et savoir dans quelles fibres il y a des fibres le plus à effet prébiotique, on va dire, qui vont
nourrir le microbiote intestinal et qui font quand même souvent partie des fibres solubles. Mais en gros, les fibres, il faut savoir que on en a dans tout ce qui est végétaux et notamment fruits et légumes. Mais pas seulement. Il y a les légumineuses qu'on oublie beaucoup dans notre alimentation occidentale. C'est vrai qu'on a tendance à manger des fruits et légumes, une viande, des féculents, etc. Et puis, on oublie tout ce qui va être, on parlait des pois chiches tout à l'heure, mais des lentilles corail, des haricots secs, etc. Donc, ces légumineuses sont très riches en fibres qui vont nourrir le microbiote intestinal. Ensuite, il y a les oléagineux, tout ce qui va être les fruits à coque, tout ce qui va être amandes, noisettes, même cacahuètes, etc. Et puis, les céréales complètes, les graines, les légumes racines, salsifis, patates douces, etc. Donc ça, sont tous les aliments riches en fibres. Et ces fibres-là vont nourrir le microbiote intestinal. C'est hyper intéressant. Ensuite, il va y avoir d'autres aliments qui vont venir nourrir le microbiote. Il va y avoir les polyphénols qu'on va retrouver dans les fruits rouges, les baies, dans le chocolat. Noir. Exactement, chocolat noir, le cacao, dans le thé par exemple, etc. Donc ça, ces polyphénols vont également avoir un impact positif sur le microbiote. Et puis l'amidon résistant, aussi qu'on connaît moins bien. L'amidon qu'on va retrouver par exemple dans les féculents, un type pâtes, riz. Et également dans les pommes de terre, et on sait par exemple que si on fait refroidir ces féculents, pâtes, riz, pommes de terre, l'amidon, donc qui est un sucre complexe en fait, on va le rendre un peu résistant, plus résistant. Donc notre organisme humain va le digérer un peu moins. En gros, il va moins se transformer en sucre, en calories, et il va plus aller nourrir le microbiote intestinal. Donc c'est assez intéressant de consommer également ces féculents refroidis. Donc en salade de pâtes, plutôt salade de pâtes, voilà. On va terre, arriver vers les beaux jours. Aujourd'hui, il fait ça. super beau, c'est chouette. Donc reprenez salade de riz, de pommes de terre, de pâtes. Vous ferez du bien également à votre microbiote. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y a aussi souvent la question des bananes qu'on peut manger très mûres ou pas très mûres. C'est quoi la différence? J'aurais pu en parler parce que exactement, j'en parle souvent dans mes posts. J'en ai mangé une ce matin. J'en mange tous les matins d'ailleurs. La banane, pour le microbiote en tout cas, pour avoir cet effet d'amidon résistant, il est conseillé de la manger pas trop mûre, donc encore un peu verte. Voilà. Ouais. Pas totalement verte parce que c'est immangeable. Non, c'est immangeable, c'est hyper. C'est clair. C'est un goût âpre. Exactement. Mais par contre, jaune, un peu verte. Ok. Voilà, et ça, c'est pour cette question d'amidon résistant. Exactement. Ok, qu'on va moins savoir digérer, alors que quand elle mûrit, elle devient plus sucrée aussi. Exactement. Donc elle est considérée plus mûre, plus digeste, entre guillemets, mais du coup, ça va plutôt aller vite se transformer en sucre et aller moins nourrir les bonnes bactéries d'intestin, donc plutôt moins intéressante. Oui, mais donc, par contre, pour les personnes qui essayent de réduire les FODMAP, on va plutôt manger des bananes très mûres, j'imagine, parce que les bananes pas mûres, ça va être plus moins facile. digeste. Ouais, tout à fait, c'est un peu plus facile à digérer. Mais encore une fois, je pense que le mieux, c'est de se faire accompagner. Bien sûr, on dit pas quoi manger. Moi, je n'en ai pas de conseils. Non, moi non plus. Moi, pas du tout. D'ailleurs, je reçois souvent des messages de personnes qui me demandent comment faire, et c'est vrai que je redirige vers des professionnels de santé, puisque c'est pas du tout mon métier. Et puis en plus, avec un seul message sur Instagram, c'est très compliqué de pouvoir conseiller de la bonne manière, même si ça avait été mon métier. Exactement, parce que c'est très personnel. Enfin, voilà, le problème de tolérance alimentaire, de vécu, de culture, etc. Enfin, tout ça, c'est à prendre en considération. Et ça peut se faire que de façon personnalisée. Ouais. Tu as rapidement mentionné, là, pendant que tu parlais, les probiotiques, les prébiotiques. Est-ce que tu peux quand même rappeler quelle est la différence entre les deux et pourquoi est-ce que c'est important? En fait, les prébiotiques, en gros, c'est ce qui va nourrir les bonnes bactéries du microbiote. C'est les substrats qui vont être consommés par des bonnes bactéries qui vont ensuite engendrer un effet bénéfique pour la santé. À chaque fois qu'on parle de biotiques, il y a un effet de bénéfique pour la santé, normalement. Donc prébiotiques, c'est en gros de la nourriture pour les bonnes bactéries qu'on va retrouver dans les fibres, les polyphénols, l'amidon résistant. Et puis ensuite, il y a les probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui vont avoir un effet bénéfique pour la santé de celui qui va en consommer. Donc ces probiotiques, il y en a plein, les parapharmacies et pharmacies, des rayons de toutes les couleurs, de toutes les marques, etc., avec tout un tas de souches. Et puis, on peut en retrouver des probiotiques naturels, entre guillemets, dans notre alimentation. On l'évoquait tout à l'heure avec le lait fermenté, mais les aliments fermentés, globalement, sont riches en micro-organismes vivants, des bactéries et des levures, qui vont potentiellement enrichir notre microbiote et avoir un effet positif sur notre santé. Donc ça, il y a des études qui le montrent. Le fait de manger, c'est pareil, on a parlé d'alimentation occidentale, le fait qu'on délaisse un peu les fibres et les légumineuses, mais pas seulement. On délaisse également tous ces aliments fermentés, si ce n'est un peu de fromage, un peu de yaourt. Donc c'est les produits laitiers fermentés. Mais il y a tout un tas de choses qu'on peut fermenter, notamment tous les légumes. On peut manger des légumes lacto-fermentés. La choucroute,
c'est du chou lactofermenté. On peut lactofermenter tout un tas de légumes. Et puis ensuite, on a les boissons fermentées. On entend beaucoup parler du kombucha, du kéfir. Je parlais du kéfir de lait tout à l'heure, mais il y a le kéfir de fruits ou le kéfir d'eau également. Et tous ces aliments fermentés sont hyper intéressants pour notre microbiote. Ils vont venir enrichir le microbiote et avoir un impact sur notre santé positif. Mais là, je trouve aussi qu'on se perd, parce que quand on va au magasin, comme tu le disais, il y a des probiotiques de toutes les couleurs, de toutes les souches. Comment est-ce qu'on peut savoir lesquels acheter, lesquels sont bons pour nous? Il y a plein. Alors c'est très compliqué. Ouais. Il faut se baser sur des études. En fait, c'est entre guillemets, même si la plupart ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires, on cherche à savoir si ils sont sûrs. Bon, ça, pour le coup, les probiotiques ne sont pas dangereux pour la santé dans 99,99% des cas. Mais par contre, on cherche à avoir une certaine efficacité. Si on les prend, c'est pour une raison. En général. Alors, il y a certaines situations où les probiotiques ont montré clairement dans plein d'études une efficacité versus placebo. C'est-à-dire on sait que les probiotiques sont efficaces. Par exemple, certaines souches ont montré une efficacité importante pour réduire la diarrhée liée à la prise d'antibiotiques. On sait que en gros 20 à 30% des gens qui sont mis sous antibiotiques vont développer de la diarrhée du fait d'une altération du microbiote liée aux antibiotiques. Les antibiotiques, malheureusement, ils ne vont pas que tuer les mauvaises bactéries, ils vont détruire souvent une grande partie, beaucoup de bactéries, et notamment des bonnes bactéries de l'intestin. Par conséquent, du coup, il peut y avoir ce problème de transit, ce problème de diarrhée qui va être le plus souvent transitoire, mais qui va refléter cet appauvrissement, cette altération du microbiote liée à la prise d'antibiotiques. Et bien, certains probiotiques vont en gros contrecarrer ça et protéger un petit peu le microbiote intestinal. Et donc, c'est conseillé à l'heure actuelle, en cas de prise d'antibiotiques, de prendre en même temps, pendant la cure d'antibiotiques et éventuellement quelques jours plus tard, certains probiotiques. Donc ça, c'est un exemple. On a évoqué tout à l'heure le syndrome de l'intestin irritable. Là encore, dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a plusieurs probiotiques avec soit une souche, soit des mélanges de souches qui ont montré la capacité à soulager les symptômes, à diminuer les douleurs, les ballonnements, à améliorer la qualité de vie. Dans la gastro-entérite chez l'enfant, c'est pareil. Certains probiotiques ont montré une amélioration pour diminuer la durée de la gastro-entérite d'une journée, ce qui n'est pas négligeable, notamment pour les parents. Ça permet d'aller bosser un jour plus tôt, et puis pour les enfants, de les voir moins bien un jour de moins. Donc non, ça c'est... Donc voilà, c'est intéressant. Il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres études, il y a plein de choses qu'on sait, et puis il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Exactement. Le problème, en fait, la limite vient du manque d'études et du manque d'études de très bonne qualité. Parce qu'une étude clinique en médecine de très bonne qualité, ça coûte des centaines de milliers d'euros, franchement. Et il y a peu de laboratoires qui font des probiotiques, qui sont donc des compléments alimentaires, qui ont les moyens de faire ce genre d'études. Surtout qu'en plus, il y a pas, c'est pas comme pour un médicament, il n'y a pas d'obligation à démontrer une efficacité, à faire ce genre d'études. Donc voilà, on peut pas trop en vouloir au laboratoire, mais malheureusement, du coup, ça explique aussi. On sait pas trop, parce que c'est vrai que, bon, moi, c'est à titre perso, mais c'est vrai que moi, je deviens paralysée quand il y a trop de choix et que je comprends pas les tenants et aboutissants de chaque. Et donc, il y a des milliards de souches différentes, et je me dis, mais en fait, comment est-ce qu'on peut savoir que cette souche-ci va être bien pour moi? C'est très compliqué. Si on est déjà, même en tant qu'expert, entre guillemets, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais après, du coup, le mieux, ça reste quand même de demander à son médecin ou à son pharmacien pour tel souci, quelles seraient là où les souches les plus adaptées. Mais voilà, c'est difficile à savoir parce que voilà, des études, il y en a beaucoup. Pour être à jour de toutes les études, c'est compliqué. Donc il y a heureusement certaines recommandations, et notamment la Société européenne de gastropédiatrie qui régulièrement, elle fait des recommandations assez claires sur dans quelle situation proposer des probiotiques aux enfants et lesquelles souches et en quelle quantité. Donc ça, c'est voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles on peut se baser. Ok, mais là, tu parles de situation. Est-ce que c'est recommandé de prendre, dans certains cas, des probiotiques toute l'année? Ou ça, c'est pas... Alors ça, j'ai pas du tout la réponse à cette question. Est-ce que pour vieillir en bonne santé, pour rester en bonne santé, il faudrait prendre des probiotiques toute l'année? Peut-être que ça peut faire du bien, peut-être que ça peut aider. Je pense que ça peut pas faire de mal, entre guillemets. Mais moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Déjà, les probiotiques, c'est de pharmacie, ça coûte assez cher. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut faire une sorte d'équivalent avec des aliments fermentés. Quelqu'un qui va consommer régulièrement du kéfir, du kombucha, qui va faire des légumes lactofermentés, etc., va enrichir son microbiote, et ça va avoir des vertus assez positives. Un peu comme on pourrait l'avoir en consommant des probiotiques achetés en pharmacie. Sauf que la différence, c'est quand on achète le probiotique en pharmacie, on sait à peu près là où les souches qu'on prend et en quelle quantité. Alors quand on consomme son kéfir, son kombucha ou sa choucroute, on ne sait pas exactement. Mais l'idée, si on est en bonne santé, c'est plutôt de maintenir un microbiote riche et diversifié. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'en gros, les gens qui ont des soucis de santé chronique ont souvent un microbiote qui est appauvri,
où il y a une moins grande richesse en micro-organismes différents. Et les gens en bonne santé ont plutôt un microbiote riche, diversifié. Et donc, je pense que l'idée, c'est de tout faire pour maintenir ce microbiote riche, diversifié, avec une alimentation riche en fibres qui vont nourrir les bonnes bactéries qu'on a déjà, avec des aliments fermentés, avec une bonne hygiène de vie. Ça peut être, du coup, on en parlait tout à l'heure, un bon sommeil, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress. On sait que le stress chronique va être délétère pour les intestins et pour le microbiote. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, éviter les choses délétères. Donc les antibiotiques, en général, on n'en consomme pas par plaisir. Mais ça peut être éviter les aliments ultra transformés avec des additifs type émulsifiants, des choses qu'on va retrouver dans tout un tas d'aliments ultra transformés industriels qui vont détruire le microbiote, entraîner une porosité de l'intestin, de l'inflammation, etc. Donc voilà, c'est éviter les choses qui peuvent être potentiellement délétères et augmenter les choses qui sont potentiellement bénéfiques. Si on essaye d'aller dans ce sens-là toute sa vie, on a plus de chances de maintenir un bon microbiote qui va nous maintenir en bonne santé. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade. Voilà. Tout ne vient pas du microbiote, on ne contrôle pas tout, mais on met plus de chances de son côté. Et ça se fait dès le plus jeune âge. C'est vrai que et pour faire le lien avec ce qu'on disait au tout début du podcast, en fait, la transplantation fécale, c'est un peu ça. C'est essayer de repasser des bonnes bactéries de quelqu'un d'autre assez facilement, entre guillemets, dans notre ça, c'est quand les dégâts sont catastrophiques. Voilà, quand il y a plus vraiment de microbiote, en gros, c'est comme vous voyez, un microbiote riche, diversifié, c'est un peu la forêt amazonienne. Il y a des arbres de toutes les tailles, de toutes les couleurs, des animaux de toutes les tailles, de l'insecte microscopique jusqu'à des gros félins. Il y en a qui se mangent, mais il y a une biodiversité majeure. Et c'est cette biodiversité qui est importante. Lorsqu'on en est à faire une transplantation fécale, comme dans le cas où je l'ai raconté au tout début, il n'y a plus grand-chose. On est sur un champ où il n'y a plus rien. Et c'est pas le fait d'aller replanter 2-3 arbres par-ci par-là qui va redonner cette biodiversité. Et donc, la transplantation fécale permet en quelque sorte ça. Là, on va retransférer un écosystème complet de micro-organismes qui vivent en symbiose pour essayer de ramener cette biodiversité et cette symbiose à quelqu'un qui l'a plus. Donc on sait que ça marche très bien dans cette situation qu'on évoquait, qui est l'infection récidivante à une bactérie qu'on appelle maintenant Clostridioides difficile. C'est à l'étude dans beaucoup d'autres soucis de santé. Il y a des maladies comme dans la rectocolite hémorragique, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui est en quelque sorte la cousine de la maladie de Crohn. Dans cette maladie, la RCH, la transplantation de microbiote fécal marche, c'est un traitement efficace pour guérir une poussée inflammatoire de cette maladie, en gros. Donc ça, on le sait, il y a plus d'une dizaine d'études contre placebo qui montrent que ça fonctionne. Incroyable. Pour la maladie cœliaque, non ? Il n'y a pas encore grand-chose, mais pourquoi pas ? Je crois qu'il y a des études en cours. Et je crois, à l'heure actuelle, il y a plusieurs centaines d'études en cours dans des maladies très, 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 très variées. Alors, le problème dans ces maladies chroniques, c'est que, contrairement à l'infection récidivante à Clostridium, là, où en fait on fait une transplantation fécale et ça marche dans 90% des cas et ensuite on est à peu près tranquille, dans les maladies chroniques, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas engendrer une guérison totale avec une seule transplantation fécale. Donc, probablement qu'il faudra envisager de faire régulièrement cette procédure. On a encore plein de questions à se poser. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça reste de la recherche clinique. Ouais. Donc demain, ne venez pas tous me voir avec chacun votre maladie chronique en disant on veut une transplantation. On veut une transplantation parce que je pense que ça vient du microbiote, même si moi, des fois, je pense aussi que ça peut venir du microbiote et j'aimerais pouvoir aider, sauf que quand on fait une transplantation de microbiote fécal, on va modifier beaucoup de choses, on ne maîtrise pas tout. Et on sait que même dans le microbiote de quelqu'un de sain, qu'on va prendre comme donneur, il peut y avoir certaines bactéries qui peuvent prédisposer à développer plus tard une maladie grave. On sait par exemple que le cancer colorectal, parfois, est dû à une bactérie qu'on appelle, c'est un certain type de Fusobacterium nucleatum, qui est une bactérie qu'on a habituellement dans la bouche, qui chez certaines personnes, ça va augmenter le risque, voire engendrer un cancer du côlon. Et donc, on peut très bien utiliser les selles d'un donneur considéré comme sain, qui n'a pas de bactéries, de virus ou parasites potentiellement nuisibles à court terme, mais qui peut être porteur de ce genre de bactéries qui peut plus tard participer au développement de maladies chroniques plus graves 10-20 ans plus tard. Donc ça, on ne le maîtrise pas et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement et laisser le temps à la recherche. Là, on a compris tout ce qui est microbiote, ça n'a que 20 ans et donc finalement il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et c'est ça qui est passionnant et vraiment fascinant d'être dans tes baskets parce que tu es vraiment à la pointe de toutes ces recherches en cours. Ouais, c'est passionnant, moi j'en apprends tous les jours donc c'est ça qui est chouette. C'est incroyable. Et puis on trouve des nouveaux traitements
quoi. Donc c'est très porteur d'espoir. En fait, jusqu'à peu, on s'attachait à traiter l'humain parce qu'on pensait que quand l'humain était malade, c'était un problème de cellules humaines, un problème d'organes, etc. Et maintenant, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, qu'il y a une symbiose entre l'humain et le microbien, et que parfois, c'est parce que le microbien va pas bien que l'humain va pas bien. Et donc, ça donne des possibilités supplémentaires de traitement en soignant également le microbien qui parfois... Voilà. Je pense qu'il faut voir les deux. Ouais. Voilà, Et puis, à notre échelle... Avant, on réfléchissait surtout dans 5 fruits et légumes par jour pour moi, voilà, qu'est-ce que je dois manger pour moi. Et en fait, maintenant, il faut réfléchir à ce que je dois manger pour moi et pour les milliers de petites bactéries que j'entretiens dans mon ventre, quoi. C'est comme des petits animaux de compagnie qu'il faudrait nourrir aussi. C'est ça. Et c'est sympa d'y réfléchir comme ça, quoi. Il faut penser c'est ça. Moi, c'est comme ça qu'avec mes enfants, mon fils... quand je veux lui faire manger des fruits et légumes, je lui ai raconté qu'il avait plein de gentilles bébêtes dans son ventre qui l'aidaient à rester fort, etc. Et qu'il fallait qu'il les nourrisse et qu'il a des bébêtes oranges qui aiment bien manger des carottes, des patates douces, des petites bébêtes vertes qui aiment bien le brocoli, des petites bébêtes rouges qui aiment bien la betterave ou les fraises, etc. Et donc, parfois, il en mange et il est content de nourrir ces gentilles bébêtes. Quoi. Donc, c'est ça, effectivement. C'est des aliments pour nourrir nous, humains, pour avoir de l'énergie, des protéines, des vitamines, mais également des fibres et des choses qui vont venir nourrir notre microbiote pour garder cette symbiose-là. Peut-être qu'un jour à l'école, on les dessinera dans le corps humain, il y aura plein de petites bébêtes de toutes les couleurs dans l'intestin et on apprendra que finalement, elles font partie de notre corps et voilà, et qu'on va en prendre soin. Quoi. Il faut en prendre soin. Il ne faut pas lutter, effectivement, tu l'as dit au début du podcast, mais jusqu'à peu, les microbes étaient mauvais et on essayait de rester le plus loin possible des microbes. Alors c'est vrai que le Covid n'a pas fait du bien pour ça. Donc il faut voir qu'il y a effectivement les épidémies, voire les pandémies où il faut faire attention. Mais on vit dans un environnement microbien. On sait que les enfants qui vivent, qui grandissent dans la nature, avec des animaux de compagnie, avec un environnement plus microbien, on sait que c'est des enfants qui ont moins de problèmes immunitaires, moins de problèmes d'allergie, par exemple. Et donc de trop rester dans un monde aseptisé, c'est contre-productif. Écoute, je pense qu'on a abordé déjà pas mal de sujets, c'était très dense, c'était hyper intéressant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses desquelles tu voulais parler que j'aurais oublié. Comme ça, pas spécifiquement, mais on ferait qu'on pourrait continuer à en parler des heures. Franchement, non, mais moi j'aimerais bien, mais tu reviendras. La prochaine fois que tu remontes de Clermont-Ferrand, tu m'envoies un message. Avec plaisir. Il faut savoir que Julien est venu de Clermont-Ferrand là ce matin pour le podcast, attention. Ça va peut-être sur mes yeux là. Le réveil était matinal. Ouais, dans 5h du matin là, franchement, quel honneur. Donc, écoute, c'était très très intéressant. Je pense que pour te retrouver, tu as déjà des livres que tu as sortis qui racontent tout ça en long, en large, en travers, notamment un même avec des recettes de cuisine en partenariat avec d'autres personnes. Ouais, tout à fait. J'ai fait un premier livre qui s'appelle Incroyable Microbiote qui est sorti, donc des éditions Leduc, sorti en 2022, où vous retrouvez pas mal de choses dont on a discuté ce matin, mais ça va bien plus loin que ça, bien sûr. Et puis un deuxième livre que j'ai voulu vraiment pratico-pratique pour donner en gros les clés pour prendre soin, chacun puisse prendre soin de son microbiote. Et donc, je me suis fait entourer d'une diététicienne qui est Claire Trumenschlager, Claire Apidiel sur les réseaux, et puis d'une experte en fermentation qui est Andrea Decodin, qui est sur les réseaux sous Pétilium. Et donc, vous aurez du pratico-pratique avec des recettes riches en fibres et avec de quoi vous lancer vous-même dans la fermentation, parce qu'en fait, on pense que c'est très compliqué. En fait, franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste attendre, en fait. Il faut mettre des trucs et attendre. Il faut être patient, mais pendant qu'on lance une fermentation, on peut en lancer d'autres et puis déguster d'autres qu'on a faites. Puis on découvre tout le temps, c'est ça qui est sympa aussi. Il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier pour faire ses légumes lactofermentés ou pour faire son kéfir ou son kombucha. Je devrais me lancer. Et carrément. Que t'encourager à le faire. Génial. Et puis on te retrouve aussi sur Instagram, évidemment, Dr Julien Scanzi. Je mettrai tous les liens. Et voilà, c'est tout. Il y a d'autres endroits où on pourrait te retrouver encore. Non. Après, sur d'autres réseaux sociaux, sur LinkedIn pour ce qui est un peu plus professionnel, mais c'est vrai que c'est sur Instagram où je me concentre le plus pour faire publier un maximum de contenu autour du microbiote et on va dire de la santé intestinale dans son ensemble. Qui est fascinant, franchement, tu arrives à vulgariser des sujets qui sont très compliqués et pour qu'on puisse les comprendre aussi, donc merci pour ça. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si c'est le cas. N'oublie pas de mettre 5 étoiles, un like, un commentaire, je sais que je le répète chaque semaine mais c'est très important, c'est ça qui fait grandir le podcast et qui permet à de nouvelles personnes de le découvrir et de s'informer aussi. Et voilà, je te dis à mercredi prochain, merci beaucoup, au revoir. À bientôt.